Il est bien difficile de juger la qualité du style que nous offrent ces 15 demi-colonnes incomplètes. J'ai travaillé sur la mort de Philodème, sur la musique. Là, c'est une thématique qui a l'air d'être plutôt axée, dans cette fin de rouleau au moins, sur les sensations et le plaisir qu'elles peuvent procurer. Et peut-être aussi sur la rareté des choses, des aliments par exemple, ou éventuellement de la musique. Est-ce qu'on a besoin de nourriture somptueuse, abondante, ou est-ce qu'on peut se contenter de quelque chose de plus frugal, de plus modique, si je puis dire. Et on a deux adjectifs là qui reviennent dans plusieurs colonnes de ces 15 colonnes. L'adjectif spagnos et l'adjectif dapsiles. Le premier voulant dire rare, frugal. Le deuxième voulant dire abondant, opulent. Voilà. Il est question aussi du sens du goût, les saveurs, les nourritures. Il est question du sens de la vue. Il est question aussi indirectement, par les termes mousikos et mousiké, de l'ouïe. Voilà quelques éléments qui ressortent de cette fin de rouleau. Il y a également beaucoup de verbes à la première personne du pluriel, de pronoms « nous ». Ça n'est pas surprenant dans une œuvre épicurienne. Parfois, ce nous, c'est le nous, les hommes en général, mais très souvent, c'est nous les épicuriens, puisque la polémique est constante contre d'autres adversaires, et donc il s'agit de se démarquer toujours d'adversaires en rappelant quelle est notre position à nous épicuriens. Une chose nous a frappé, c'est que Philodème est quelqu'un qui parle un grec attique, qui écrit, ou un grec attique, son grec oral, transcrit, est un grec vraiment soigné. Un grec qui se veut élégant. Philodème était aussi un poète, auteur d'épigrammes extrêmement subtils, coquines, érotiques, des tout petits textes de 4 vers ou 8 vers, ne demandant pas un effort monstrueux, mais en même temps procurant du plaisir à son patronus, Calpurnius Piso. Une chose qui, dans ses autres œuvres, apparaît très clairement, c'est qu'il n'y a pas de hiatus, c'est-à-dire de choc entre voyelles qui se heurteraient et qui provoquent justement une cassure dans la diction. Et on en a relevé au moins un, où on a le mot pragma, qui est suivi de hupo. Et si ça n'est pas un hiatus, on ne sait pas ce que c'est qu'un hiatus. Donc, c'est quelque chose qui nous fait hésiter à affirmer « bah oui, c'est du Philodème ». Comme la majorité des œuvres de la bibliothèque, c'est du Philodème, du moins des œuvres ouvertes, et il est tentant de dire « bon, c'est un écrit de Philodème de plus ». Mais ce hiatus fait qu'on résiste un petit peu. Personnellement, je résiste beaucoup. Nous nous sommes mis d'accord pour dire que ça pouvait bien être du Philodème, mais qu'il y avait quand même cet obstacle du hiatus. Et puis, il y a une autre chose aussi qui est assez curieuse, c'est que l'adverbe outo ou outos, qui se termine par un oméga, est normalement dans les autres écrits de Philodème, toujours écrit outo, se terminant par un oméga, ou éventuellement un sigma, s'il faut faire la liaison avec une voyelle, pour éviter justement le hiatus. Et voilà que on rencontre une autre forme qui n'est quasiment pas attestée dans la littérature grecque, qu'on rencontre en revanche chez Polystrate, c'est-à-dire la forme outo avec un iota adscrit, qui ne correspond à rien. Mais c'est très curieux qu'on le rencontre en particulier chez Polystrate.
Et puis, dans un des fragments d'Épicure, probablement de la nature d'Épicure, il se rencontre aussi quelquefois sous cette forme-là. Mais ce texte, Papyrus de Paris numéro 4, ne peut pas être d'Épicure. Ça serait vraiment très très étonnant si c'était le cas. Donc Polystrate devient un possible candidat comme auteur de ce rouleau. Je dis bien possible candidat, je n'affirme rien. Nous avons demandé à nos techniciens de haute volée de bien vouloir aller un petit peu plus loin sur la droite de la fin du rouleau pour essayer de voir s'il n'y a pas, comme on l'attend dans tout rouleau d'Herculanum, une souscription qui nous donnerait le nom de l'auteur, le titre de l'œuvre, éventuellement le numéro du livre, si c'est une somme en plusieurs livres. Ce titre peut être soit en dessous, tout en bas de la dernière colonne, et effectivement, la dernière colonne ne comporte que 6 ou 7 lignes, je crois. En dessous, on a un blanc, pas de point d'encre repéré, mais on est arrivé seulement au milieu de la colonne. Donc il pourrait très bien y avoir l'indication en bas, et on a des rouleaux d'Herculanum où la souscription figure en bas de la colonne. Mais souvent, c'est plutôt sur la droite, après un espace vide, on retrouve le nom de l'auteur dans un état plus ou moins lisible et le titre de l'œuvre. Métro d'ordre non plus n'est pas à exclure. Il a écrit sur la richesse. Et dans cette fin de rouleau, il y a des éléments, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui renvoient à l'abondance, l'opulence, donc à la richesse quelque part, opposé à une certaine frugalité. Et le mode de vie des épicuriens est en principe un mode de vie eutélès, c'est-à-dire simple. Du moment que ça satisfait à notre faim, à notre soif, et qu'on a une quantité juste suffisante, tout va bien. Concernant le style et surtout la conclusion du livre, c'est une conclusion assez étonnante. Qui est faite sous la forme d'un souhait qui évoque l'idée de parler vrai. Puisse-t-il être manifeste pour nous de parler vrai, comme nous l'avons déjà fait. Voilà, ça se termine de cette façon un peu étonnante. Ailleurs, dans le texte, on a le verbe aleteuein, qui est à rapprocher de l'adjectif alétès, vrai, et aleteuein, ça veut dire parler vrai. Donc, il y a un souci évident chez cet auteur du parler vrai, de dire des choses qui sont authentiques. Chez Polystrate, dans l'unique rouleau attribué à Polystrate, et qui a été bien déroulé et pour lequel on lit bien la fin, on a de nombreuses mentions de l'adjectif, de l'adverbe, vraiment, en vérité, et du verbe aleteuein aussi. Donc, ce sont des éléments supplémentaires qui s'ajoutent pour moi à la possibilité que ce soit un texte de Polystrate. En tout cas, c'est un texte épicurien, un texte en grec, un texte épicurien, qui parle dans cette fin de sensation, qui parle de vérité, qui mentionne également des mots de la racine de krinein, juger, que ce soit les critères, ta criteria, les critères de la vérité pour les épicuriens. C'est fondamental pour assurer justement la validité de leur réflexion. Et ces critères sont essentiels justement pour notre auteur. Et visiblement, il y tient beaucoup à ces critères. Et il parle aussi de celui qui juge Critès, la même famille toujours, de Krinein. Je sais bien qu'il y a des rouleaux, même des rouleaux d'Épicure, qui ont été copiés tardivement dans la bibliothèque, qui ont une écriture qui n'est pas celle de l'époque du IIIe siècle avant notre ère, avec des caractéristiques paléographiques très, très spécifiques. Donc l'écriture ne nous renseigne pas vraiment. Là, c'est une écriture qui est postérieure au milieu du 1er siècle avant notre ère, et qui peut éventuellement aller jusqu'au début du 1er siècle après.
Mais c'est une copie, ça n'est absolument pas un original. En tout cas, c'est une copie soignée parce que ce que montrent les images traitées à l'intelligence artificielle donnent des colonnes bien disposées, qui sont bien parallèles. Il y a l'air d'y avoir de temps en temps des ratures, mais là, je pense que l'intelligence artificielle n'a pas été suffisamment nourrie pour ça. Alors, elle a été nourrie pour les signes de ponctuation en marge gauche, c'est-à-dire ce qu'on appelle les paragraphoïs ou les diploïs, c'est-à-dire des petites marques qui sont à cheval sous la première lettre de la ligne et qui débordent dans la marge. Ponctuation qui équivaut à... Alors pour la paragraphos, ça équivaut à un point-virgule ou un point pas très fort. Pour la diplée, c'est une coupure qui correspond plus à une coupure d'un ensemble un peu plus vaste. Et il y a également, comme autre signe de ponctuation en marge, quelque chose de très important, c'est ce qu'on appelle des coronis. La coronis est un signe de ponctuation fort. Il est destiné à attirer l'attention du lecteur parce que il a une dimension assez imposante. Il est fait en 2 ou 3 éléments plus ou moins arrondis pour évoquer la silhouette d'un oiseau. Et je ne suis pas absolument sûr que l'intelligence artificielle ait été nourrie avec beaucoup de coronis différentes. Et du même coup, s'il y en a une ou plusieurs dans le rouleau, je ne suis pas sûr que ça va être reconnu comme tel. Et curieusement, il n'y a absolument rien de visible en face de la paragraphos finale, alors que couramment, on a une coronis pour dire « le livre est fini ». Et ici, apparemment, rien du tout, mais il me semble qu'on pourrait en distinguer une plusieurs colonnes avant, et à ce moment-là, les coronis vont par deux. Elles sont destinées à encadrer un ensemble sur lequel on veut attirer l'attention. Donc voilà quelques informations complémentaires qu'on peut tirer de cette première lecture incomplète des 15 dernières demi-colonnes du papyrus de Paris numéro 4.